Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores. On se retrouve pour notre menu crowdfunding hebdomadaire, l'émission dans laquelle je vous présente généralement la pléthore de nouveaux jeux en cours de financement participatif sur Kickstarter, GameFund et compagnie. Pléthore, oui ou non, ça dépend des semaines. Comme vous le savez, juillet-août, c'est une période un petit peu morne, pas très animée sur Kickstarter et compagnie. Du coup, ce menu va encore une fois être assez léger. Il y a quand même un dessert. Ouais, c'était pas le cas toutes les semaines récemment, mais on aura un petit dessert cette semaine par l'éditeur de Earth, qui avait fait un énorme succès, qui n'est plus à présenter désormais, tellement il a été couronné de succès et de prix également. Donc même si on en fera une vidéo un de ces jours, Xavier et moi-même, on n'a pas été si convaincus que ça par Earth. Très bon jeu, mais bon, on en reparlera par la suite. Quoi qu'il en soit, petit point sur la chaîne, comme chaque semaine, et vous vous rendez compte que cette semaine, on a été plutôt actif, ma foi. Hein. Vous pouvez pas dire que là, on s'est pas un petit peu sorti les doigts du fondement, comme on dit. Avec donc d'abord le menu crowdfunding, comme à l'accoutumée, avec donc 902 vues pour l'instant, c'est pas si mal que ça, pour un menu encore une fois assez léger, mine de rien. Et puis ensuite un duo de vidéos sur Mistwind, que j'avais déjà mentionné d'ailleurs dans le menu crowdfunding ici, vous le voyez, Mistwind. Donc l'expli party, puis la review également. Je crois qu'on est les seuls dans la sphère francophone à avoir eu le proto entre les mains, donc c'est un petit honneur. Et donc ce sont deux vidéos sponsorisées, donc on a été, pas encore, mais on devrait bientôt être payé pour les deux vidéos qu'on a fournies sur Mistwind. Et puis également le petit Tracking Through History dont on a fait une review, notre deuxième numéro de Sur le Grill, pour ce jeu qui lui encore d'ailleurs nous a été offert par l'éditeur Underdog Games, même si pour le coup on n'a pas été rémunéré, c'est juste offert quoi, une copie du jeu offerte. Et donc on vous en parle dans une petite review qui pour l'instant n'a pas attiré grand monde, mais c'est pas un jeu qui bénéficie d'une version francophone, c'est pas un jeu dont la campagne de financement participatif est en cours, elle a eu lieu il y a plus d'un an déjà. Donc bon, c'est une campagne qui... Enfin, c'est un jeu qui pour l'instant n'attire pas les foules pour ce qui est de la sphère francophone, mais sur lequel vous devriez quand même vous pencher, en tout cas si vous aimez les jeux familiaux et accessibles. Quoi qu'il en soit, grosse semaine donc pour la chaîne des Ludovores, on va essayer de tenir un rythme un peu plus chargé que ces derniers mois où c'était quand même essentiellement du menu crowdfunding et c'est tout. Donc on va essayer de revenir à un rythme un peu plus conséquent, pas aussi élevé que celui qu'on a eu cette semaine, mais quand même. Et donc ensuite le sondage de la semaine. Comme chaque semaine, dans la description de la vidéo que vous êtes en train de regarder, vous aurez un lien vers le sondage pour la semaine à venir. Et donc pour cette semaine, on avait donc une petite liste de jeux présentés. Alors bien sûr, il y en a toujours quelqu'un qui passe un peu entre les mailles du filet et qui seront donc présents et présentés dans le menu de cette semaine sans avoir fait leur apparition dans le sondage, on va dire. Mais dans le sondage, on avait donc une dizaine de jeux à peu près. Et le premier c'est Perch, justement, donc par Inside Up Games, l'éditeur donc de Earth, et ce sera donc le seul dessert de la semaine, Perch. Pour le reste, Spectral, Midala, Spectral d'ailleurs c'est l'objet d'une double campagne, Spectral, et il y a une extension pour Trailblazers aussi qui avait fait une belle campagne l'année dernière, donc double campagne. Midala donc, Joyride qui a fait un début pas mal du tout non plus. Moi j'ai voté personnellement pour Snow Planner parce que bon bah c'est un petit jeu japonais donc forcément je suis un petit peu biaisé, hein, je l'avoue, sans problème. Mais au-delà de ça, le jeu a d'être assez sympatoche, donc j'ai mis ma petite voix dans l'urne de Snow Planner, voilà. Mais quand même beaucoup aussi de personnes qui ont voté pour le rien pour moi cette semaine, mais voici un joli champ de tulipes, ce qui veut bien dire que cette semaine on n'était quand même pas sur le menu le plus intéressant de l'histoire de la chaîne, on va dire. Du coup, on part sur nos trois sous-parties habituelles, à savoir les entrées, les projets les moins intéressants ou les plus petits, on va dire, puis les plats principaux avec les projets un peu médians, et finalement le dessert de la semaine, ce sera donc Perch, je vous l'annonce tout de go. On est parti. Alors pour le coup, celui-ci, je vais vous le présenter un petit peu à l'emporte-pièce dans les entrées de la semaine, mais pour autant, il n'est pas si inintéressant que ça, au demeurant. C'est un petit projet allemand intitulé Dominate and Delegate, qui est un 4X, qui vous proposera différents modes de jeu. Vous pourrez jouer de 2 à 4 joueurs dans un mode escarmouche, on va dire, dans lequel vous pourrez jouer un peu chacun pour vous, mais également en équipe de 2, on va dire. Mais vous pourrez aussi jouer une campagne de plus de 60 heures en 4X, en 2 joueurs. Alors par contre attention, la campagne sera exclusivement pour 2 joueurs apparemment, si j'ai bien compris. Donc ça c'est un petit peu dommage, mais elle a l'air d'être assez intéressante. C'est un jeu dans lequel vous aurez un monde un petit peu orienté futur proche, on va dire un petit peu science-fiction, avec des aliens qui débarquent, etc.
Vous aurez différentes factions, vous aurez différents embranchements scénaristiques qui vous proposeront également du coup une assez forte rejouabilité, si tant est que la qualité soit suffisante pour vous donner envie d'y retourner par la suite bien évidemment. Dominate and Delegate pour l'instant c'est 654 contributeurs, c'est 26 jours avant la fin de la campagne et c'est déjà assez facilement financé. Après comme souvent les jeux allemands, même si ça a quand même beaucoup changé depuis quelques années bien évidemment, ça reste assez aride visuellement parlant, c'est pas vilain, on a quelques petites miniatures dans le tas également. Bon voilà, je suis pas très fan de la direction artistique, mais bon, ça fait le job, et puis on a vu pas mal de jeux aussi qui étaient excellents et qui étaient juste pas très jolis, ça arrive assez fréquemment. Pour le core game, donc le jeu de base, 79 €, et puis donc pour le reste, on passe assez rapidement, ça reste une entrée de la semaine, mais bon, sachez que vous aurez un mode escarmouche pour 2 à 4 joueurs en 2 contre 2 potentiellement, et puis que vous aurez ensuite des livrets de campagne pour jouer donc à 2 joueurs exclusivement, une campagne au long cours sur plus de 60 heures avec plein d'embranchements scénaristiques. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour l'instant pour Dominate and Delegate. Vu que c'est une entrée, on passe assez rapidement sans trop s'attarder sur les différents pledges ou encore sur les frais de port. Voilà, 654 contributeurs, 26 jours avant la fin de la campagne pour Dominate and Delegate. On enchaîne de suite avec Farms Race, que j'avais brièvement mentionné la semaine dernière, si vous avez bien suivi, parce que la campagne avait été, disons, annulée ou en tout cas mis en suspens pour une plainte portée par Stonemaier Games, donc l'éditeur de beaucoup de jeux tels que Scythe par exemple, ou de Wingspan, et c'est d'ailleurs justement en relation avec Wingspan que cette plainte avait été posée, puisqu'en fait Farms Race avait plus ou moins utilisé tout ou partie des éléments d'une carte de Wingspan, une sorte de petit hommage appuyé à Wingspan dans le jeu, mais sans avoir contacté Stonemaier Games pour en avoir, disons, l'autorisation. Du coup, la campagne avait été mise en suspens, le problème a été réglé entre temps, et donc voici Farms Race sur Kickstarter, et donc la campagne pour l'instant se passe plutôt pas mal, 577 contributeurs, 26 jours avant la fin de la campagne, et déjà près de 41 000 € d'engrangés, on est donc largement financé. C'est un jeu pour 3 à 4 joueurs, pour 14 ans et plus, pour des parties relativement longues, de 90 à 120 minutes, et c'est l'œuvre, entre autres, de l'un des auteurs de Cards Against Humanity, donc c'est pas forcément un gage de qualité quelconque pour un jeu de plateau, hein, vraiment, mais bon, le nom est là, c'est-à-dire vous le voyez, il est mis en avant. Et donc Farms Race, c'est un petit peu à mi-chemin entre Catan et le fameux roman de George Orwell, La ferme des animaux. C'est un peu ça que ça reprend en termes de thématique. On avait des animaux qui sont dotés d'intelligence, qui vont être amenés à muter dans un monde avec des bombardements atomiques qui vont potentiellement les faire muter, leur donner des spécificités, des compétences qui vont progressivement faire de vos factions des factions légèrement asymétriques également. Le tout accompagné par une direction artistique plutôt charmante, c'est plutôt sympatoche, c'est assez décalé, mais dans le bon sens du terme. Les commentaires vont être plutôt dithyrambiques de manière générale. J'ai pas trop cherché à savoir comment ça se jouait, mais bon, on nous dit que c'est quand même assez comparable à Catan, mais un petit peu sous stéroïdes, donc je pense que ça donne une image, enfin une impression qui peut déjà légèrement vous orienter dans votre choix éventuellement. Donc on aura bien évidemment du contrôle de territoire, de la gestion de ressources, un petit peu de combat également. A vous de voir si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, c'est assez décalé encore une fois, plutôt dans le bon sens du terme, même si c'est pas un truc qui m'attire outre mesure pour l'instant. Je serais quand même curieux de voir ce que vous en pensez. Farms Race pour l'édition de base donc est à 45 $, et je ne sais plus s'il y avait un deuxième pledge, oui c'est ça, le Deluxe Edition à 80 $, avec des éléments de deluxification tels qu'un petit badge pour mentionner que c'est vraiment la première édition, ainsi que des petits éléments de deluxification, encore une fois avec un petit jeton de métal, avec des petites boîtes dédiées pour ranger vos cartes, etc. etc. Voici ce que je pouvais vous dire concernant Farms Race, le premier projet de Medium Bro Games. Pour l'instant, disais-je, 580 contributeurs, 26 jours avant la fin de la campagne. On entre maintenant dans les plats principaux de la semaine avec Queen Games qui nous revient encore et toujours. Quoique cette année, je trouve qu'ils font un peu moins de campagnes. Ils ont fait que 4 ou 5 campagnes cette année, ce qui n'est pas énorme pour eux. L'année dernière, j'avais vraiment l'impression qu'ils en avaient fait un par mois quasiment. Là, c'est un petit peu plus calme. Et ils nous reviennent avec, encore une fois, Marrakech,
leur grand succès de ces derniers mois, parce qu'il a été couronné de succès et couronné de prix également, l'œuvre de Stefan Feld, le grand monsieur Stefan Feld, qui revient donc avec une extension pour Marrakech intitulée Camels and Nomads, donc les chameaux et les nomades, qui vient vous proposer 6 différents modules, vous les entrevoyez d'ailleurs ici, ainsi que le mode solo qui sera aussi disponible désormais. 1115 contributeurs pour l'instant sur l'extension de Marrakech, 10 jours avant la fin de la campagne, qui se veut plutôt courte, et déjà 120 000 € d'engrangés. Alors n'ayant pas joué au jeu de base, je ne pourrais pas vous dire en détail ce que ça vient changer véritablement, mais sachez que les modules, donc les nouveaux modules qui sont ajoutés via cette extension sont dévoilés ici. Donc d'abord la course de chameaux. Alors encore une fois, je ne pourrais pas vraiment vous dire à quoi ça correspond en termes de mécanisme. Les nomades, ensuite les bâtiments spéciaux qui sont donc un petit peu différents de ceux que vous aviez précédemment vus dans le jeu de base, les nouvelles tuiles d'Oasis en plus de celles qui étaient précédemment présentes aussi, de nouvelles tuiles également d'éléments de luxe on va dire, ensuite de nouvelles tuiles de provision, le fameux mode solo. Alors est-ce que c'est l'œuvre de David Turchi? Non, j'ai pas l'impression, mais Stefan Feld fait aussi des modes solo, donc ça quand même peut être de qualité aussi. Et puis ma foi, après tout il y a quelques petits extras bien évidemment avec tout ce qui est aspect de matériel en plus de ce qu'il y avait précédemment dans l'édition de base, qui coûtait quand même assez cher, soyons honnêtes. C'est un jeu qui n'est pas forcément très facile je crois à se procurer pour l'instant, surtout si vous voulez une version deluxifiée. Donc c'est peut-être l'occasion de vous le dégoter, mais je crois pas que durant la campagne il y ait de version française, donc bon, tenez-vous informés à ce niveau-là. Mais bon, pour les fans du jeu de base, ça pourrait être l'opportunité d'aller encore plus creuser la qualité intrinsèque de ce jeu de Stefan Feld, qui est donc Marrakech. 1115 contributeurs, 10 jours avant la fin de la campagne. Alors celui-ci pour le coup c'était assez inattendu, d'ailleurs vous ne l'avez pas vu dans le sondage de la semaine, c'est Paperback qui nous revient en français cette fois-ci, donc exclusivement pour le français, donc la campagne est entièrement en français, donc vous n'avez pas tellement besoin de moi pour découvrir le jeu, la campagne, mais donc le jeu de Tim Fowers qui nous revient sur Kickstarter, directement sur la page de Tim Fowers, mais en français, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas passés par un éditeur quelconque, je sais pas, un éditeur français comme Matago par exemple. C'est Tim Fowers lui-même qui propose une version en français de son paperback qui a fait déjà l'objet de pas mal de campagnes sur Kickstarter. Ça avait commencé ici, c'était quand ça fait au moins 6-7 ans à mon avis. Ça fait déjà un bail à mon avis que paperback était arrivé. C'était en 2013, ça fait quand même ça fait 10 ans déjà paperback. Et donc il a fait l'objet de plusieurs, comment dirais-je, de plusieurs extensions, notamment c'était voilà ici Paperback Adventures et puis Paperback 10th Anniversary, donc pour le 10e anniversaire, avec 3000 contributeurs, 5000 contributeurs ici, et donc pof, il nous pond son jeu, mais en français cette fois-ci. C'est donc un jeu de deck building, mais dans lequel vous allez créer des mots. Donc c'est un jeu de lettres et de deck building à la fois. Donc c'est un savant mélange assez innovant, assez peu vu jusqu'à présent pour être honnête, dans lequel vous allez incarner des romanciers en quête de célébrité. Vous allez créer des mots avec les lettres que vous aurez dans votre main de départ, et en fonction des points que vous allez réussir à engranger, vous allez pouvoir acquérir de nouvelles cartes avec de nouvelles lettres, de nouveaux assemblages, oui ça, de nouveaux assemblages de lettres, pour vous donner encore plus de capacité, de possibilités vers plus de mots plus complexes, potentiellement vous rapportant plus de points, et grâce à ça vous pourrez aussi acquérir différentes œuvres. J'imagine que c'est thématiquement des œuvres que vous aurez réussi à pondre vous-même grâce aux cartes que vous aurez réussi à obtenir et à utiliser à bon escient, pour accumuler les points de victoire, donc les points de célébrité qui feront de vous le meilleur romancier autour de la table. Vous aurez différentes offres également durant la campagne, avec l'offre numéro 1, la boîte de paperback en français, l'offre numéro 2, la même chose, plus le tapis de jeu ici. Ouais, c'est peut-être un petit ajout de lexification qui n'a pas un grand intérêt, mais c'est toujours sympa pour l'ergonomie et aussi pour l'aspect visuel, certes. Et puis on a aussi une offre spéciale en boutique, où on va simplement mettre en contact Flower Games avec les boutiques en France, ou dans la sphère francophone on va dire, et la somme du pledge sera transférée en crédit lors de la commande, donc ça c'est plutôt sympa aussi. Ça s'est déjà vu notamment avec le pledge 50-50 de Matago, c'est un brin similaire on va dire. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore dit, mais le jeu est déjà financé. Oui, ça, 141 contributeurs. Non, pas encore financé, excusez-moi. Mais presque. On est à 98%, on va dire, puisqu'il reste à peu près 200 € pour aller chercher le financement sur Paperback. Mais bon, 141 contributeurs en moins d'une semaine pour un jeu qui n'est pas localisé, mais qui est francisé
par l'éditeur d'origine, c'est quand même assez inattendu, 17 jours avant la fin de la campagne, et il s'accompagne toujours de cette jolie petite direction artistique qui fait très années 50, que moi j'apprécie beaucoup personnellement, et puis encore une fois c'est quand même un gameplay vraiment innovant. On connaît beaucoup de jeux de lettres, on connaît beaucoup de jeux de deck building, mais les deux mécanismes imbriqués l'un avec l'autre, ça par contre beaucoup plus rare, et je serais curieux de voir un petit peu ce que ça peut donner, même si je ne suis pas très jeu de lettres à l'origine, et que je ne suis pas très fan non plus du deck building comme seul mécanisme d'un jeu. Mais là, c'est assez intriguant quand même. Vous pouvez le tester directement sur Tabletop Simulator en français, s'il vous plaît. Ensuite, vous avez différentes vidéos en français également, comme Jeux en carton, Ludochrono ou encore Professeur de Board Game qui vous en parle plus avant. Pour en savoir un petit peu plus, je vous propose de vous référer à ces différentes vidéos. Ensuite, les frais de port, ce serait donc $11, non, oui, ça, $11 canadiens, pas canadiens, $11 américains pour le Canada, excusez-moi. Ensuite, pour l'Union Européenne et la Suisse également, c'est $11 de frais de port. D'ailleurs, on a vu tout à l'heure qu'il y avait deux niveaux de pledge différents, mais on n'avait pas vu à combien c'était. $37 pour Paperback en français, et pour la version un petit peu deluxifiée avec le tapis de jeu en néoprène, c'est $57, soit 53 euros. Voilà donc pour ce qui est de Paperback, cette fois-ci en français, le célèbre jeu de Tim Fowers, deck building, jeu de lettres mélangé. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est pas un truc qui m'attire outre mesure, mais par curiosité, j'aimerais bien le tester un jour quand même. Bon là je vous l'avoue tout de goût, hein, je vais faire quelque chose que je pourrais pas assumer, hein, on est honnête. Mais bon, coup de cœur pour Snow Planner, voilà. C'est même pas un dessert de la semaine, hein, c'est un petit plat principal, hein, comme ça, un petit peu perdu dans la montagne de Nagano. Mais bon, voilà, c'est japonais, forcément mon petit cœur de gamer japonisant, vivant au Japon, vibre un petit peu, et en plus de ça, Snow Planner a l'air d'être vraiment très sympatoche, donc voilà, c'est le petit coup de cœur de la semaine, mais prenez-le avec des pincettes, comme toujours ceci dit, le coup de cœur de la semaine, c'est toujours purement subjectif, et là, ça a l'air un petit peu, disons, doublement subjectif, puisque en plus c'est japonais, donc bon, voilà. Mais au-delà de ça, Snow Planner a l'air d'être quand même vraiment très sympa. Mais au-delà de ça, Snow Planner a l'air d'être quand même assez sympatoche. Donc ne me jetez pas encore de grosses caillasses quand même planquées dans une boule de neige, histoire d'être sympa, avant de passer sur le projet suivant. Parce que Snow Planner a l'air vraiment très intéressant. Snow Planner, c'est un jeu qui vous propose de gérer un hôtel dans une station de ski au Japon, j'imagine, c'est pas précisé exactement, mais bon, on va dire que c'était au Japon, parce que c'est un jeu japonais, voilà, hein, ça fait logique. Snow Planner donc, vous propose de gérer un hôtel dans une station de ski, et vous allez devoir, bien sûr, faire face à la concurrence d'autres hôtels, d'autres chalets en tout genre, et attirer les clients, les faire rester plusieurs nuits d'affilée, et les satisfaire autant que faire se peut. Et c'est un jeu qui est aussi doublement intéressant dans le sens où c'est un jeu de placement de dés sans jet de dés. C'est-à-dire que vous n'allez jamais jeter de dés apparemment, mais vous allez les placer ces différents emplacements sur le plateau central. Vous allez voir ici, voilà, différents emplacements qui vous permettent d'aller, par exemple, accommoder vos hôtels de manière différente, de chercher différentes ressources pour améliorer votre hôtel, de satisfaire mieux les clients, etc. Bref, tout un tas d'actions disponibles. Vous pourrez aussi agir sur les pistes de ski elles-mêmes apparemment. Et ensuite vous avez votre plateau individuel, donc votre plateau d'hôtel que vous pourrez être amené à améliorer au fur et à mesure, dans lequel vous aurez, bon ici seulement 3 chambres, parce que bon, on peut pas en mettre 18 sur le plateau non plus, dans lequel vous pourrez loger donc différents clients, une nuit, potentiellement 2 nuits, potentiellement 3 nuits, en espérant qu'ils restent le plus longtemps possible, bien évidemment. Vous aurez différents invités qui auront eux-mêmes des prérequis différents, si vous voulez qu'ils restent 1 jour, 2 jours, 3 jours par exemple. Vous aurez aussi des cartes d'événements qui viendront impacter le tour à venir par exemple. On aura aussi des cartes de talent qui vous permettront d'aller chercher des petites actions un petit peu asymétriques pour aller faire un petit peu différencier un petit peu chacun des joueurs autour de la table. Ça peut être assez sympatoche si c'est bien équilibré. Et puis ensuite donc des petits tokens dans tous les sens et aussi des objectifs de moyen / long terme qui seront communs à tous les joueurs. Donc voilà, ça a l'air d'être assez sympatoche, je suis assez séduit même par l'aspect visuel que je trouve pas vilain du tout. C'est un peu minimaliste comme souvent c'est le cas dans les jeux japonais, mais au-delà de ça, franchement, je trouve que c'est une proposition pas inintéressante. Et puis le côté un peu placement de dés sans jamais avoir à les jeter, je trouve ça plutôt intéressant aussi, même si c'est pas la première fois qu'on le voit non plus, soyons honnêtes. Donc voilà, vous allez donc, pour résumer,
comment dirais-je, essayer de satisfaire au mieux les clients qui vont venir dans votre hôtel en espérant qu'ils restent plusieurs jours consécutivement. Ensuite, vous avez investir dans votre hôtel pour essayer d'en améliorer comment dire, les accommodations, bref, c'est pas très français, mais disons les chambres, en gros, le restaurant, ce que vous pourrez leur servir, etc. Ensuite, vous pourrez aussi entraîner vos employés pour améliorer les services, encore une fois. Vous pourrez utiliser des talents un petit peu asymétriques en fonction du personnage qui vous sera attribué en début de partie. Vous pourrez scorer de différentes manières, y compris en scorant ces petites cartes d'objectifs communs à tous les joueurs, mais avec un petit aspect donc de course également. Et puis il y aura donc aussi des événements à prendre en compte au cours de la partie qui viendront potentiellement donner de nouveaux objectifs ou changer légèrement un point de règle pour le tour à venir, par exemple. Pour ce qui est des pledges, on a le pledge de base que vous voyez ici, donc le core game, à 7000 yens, ça vous fait 45, 46 euros je crois, 45 euros, voilà, approximativement, ça dépend du taux de change, mais 45 euros, plus les frais de port bien évidemment. Et puis ensuite on a le pledge avec les sleeves, donc avec les protège cartes, ça vous fait 8500 yens, soit du coup 52, un truc comme ça, 54 euros pour avoir tous les protège cartes pour l'essentiel du jeu, donc ça c'est plutôt cool aussi. Et puis ensuite on a aussi le complete plan, donc le jeu de base, plus des pièces de bois qui vont remplacer les petits jetons de carton. Voilà, c'est pas screen printé, donc on n'est pas non plus sur du top qualité, mais c'est quand même une légère petite deluxification qui peut être sympa. C'est vrai que moi, en l'état, si c'est pas sérigraphié, je vois pas très bien l'intérêt d'aller chercher des petits jetons en bois. Mais bon, ça c'est mon aspect deluxification, côté un petit peu habitué à Kickstarter et à du matériel de plus en plus démesuré, on va dire. Donc c'est pas forcément à suivre à la lettre, bien évidemment. Et au-delà de ça, ce qui est plutôt sympatoche également, c'est que le jeu va être livré pour la fin 2023, en tout cas au Japon, mais pour ce qui est de l'Europe, ce serait début 2024, donc ça correspond aussi à la saison du ski, donc thématiquement ça fait sens, et ça évitera aussi d'avoir à attendre 1 an et demi, 2 ans, 3 ans parfois, pour recevoir son pledge, et ça c'est plutôt cool, en tout cas si le jeu arrive à temps, sans retard, ce qui n'est pas garanti non plus, bien évidemment. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire concernant Snow Planner, qui a déjà... pas Snow Planner, mais 14 Games, c'est leur première campagne sur Kickstarter, mais ils avaient déjà pondu quelques petits jeux auparavant, comme Mush Smash, Marine Go Round, Tottarotto et Midnight Market par exemple. Donc aucun de ces jeux que je ne connais, mais bon, il faut bien découvrir un jeu, il faut bien découvrir l'éditeur par un moyen ou par un autre. Pour mon cas, c'est Snow Planner qui m'a fait découvrir 14 Games, et j'avoue que petit coup de cœur de la semaine, parce que ça a l'air quand même assez sympatoche. Il est peut-être un petit poil cher pour ce que c'est, en tout cas en yens, en euros c'est pas le cas, mais en yens il est un petit peu cher. Mais je me tâte, je me dis que ça pourrait être un jeu assez sympatoche, d'autant plus que, j'avais oublié de le dire, c'est pour 2 à 4 joueurs, et pour des parties relativement courtes, de 40 à 80 minutes, donc c'est pas très long, ça se sort assez facilement, donc bon je sais pas, je verrai, je me tâte encore un petit peu, mais il n'est pas impossible que je back Snow Planner aussi, soyons honnêtes, parce que c'est japonais. On enchaîne tout de suite avec Joyride Survival of the Fastest, un petit jeu de course qui me rappelle aussi les meilleures heures sur PlayStation 1, ça ne nous rajeunit pas, de Destruction Derby, si je me souviens bien, un jeu de course là encore, mais pas seulement de course, où on se fritait à grands coups de bagnole. C'était assez jouissif, assez délirant comme jeu, c'était assez fun, moi qui suis pourtant pas un grand amateur des sports automobiles. Et pour le coup, Joyride, ça a ces petites vibes, ces petites réminiscences de Destruction Derby qui me font apprécier le projet, même si c'est pas un jeu que je me vois backer quand même. Pour l'instant, Joyride Survival of the Fastest est à 905 backers, donc ça commence plutôt bien pour ce qui est le 4e projet de Rebellion Unplugged. On va d'ailleurs voir ce qu'ils ont pondu jusqu'à présent. Et donc Rebellion Unplugged, ah d'accord, ok, c'était eux qui avaient proposé Sniper Elite, le jeu de plateau, qui n'avait pas fait un énorme succès d'ailleurs, 1642 contributeurs pour une licence qui est quand même assez connue en termes de jeux vidéo. Pour le reste, c'est fait aussi Adventure Present Tartarus Gate, aucune idée, et Tiny in the Tower, qui était plutôt un jeu de RPG, donc un jeu de rôle. Donc c'est leur 2e jeu de plateau, on va dire, et ça n'a pas grand chose à voir avec ce qu'ils avaient proposé jusqu'à présent, donc assez intéressant. Donc Joyride, c'est pour 2 à 4 joueurs, pour 14 ans et plus, pour 45 à 60 minutes la partie, donc relativement rapide, et c'est donc un jeu de course, mais un jeu de course et de destruction d'autres automobiles autour de vous, hein, clairement.
Vous avez des jolies petites voitures en meeple screen printé, donc sérigraphiées, avec différents plateaux de course disponibles, avec également différentes tuiles que vous pourrez disposer sur la map en question pour aller la personnaliser, ce qui veut bien dire que même si vous n'avez pas 15 cartes différentes, grâce à ces petites tuiles que vous allez apposer par-dessus, vous pourrez plus ou moins créer, plus ou moins agencer, personnaliser vos circuits pour faire quand même des choses relativement différentes à chacune de vos parties. Pour le reste, comment ça se passe? Eh bien, on va choisir donc un des circuits disponibles, on va y ajouter les fameuses tuiles personnalisables à chaque fois. Et puis ensuite, eh bien c'est parti, on va chercher à remporter la course. On aura du placement de dés, on aura aussi quelques petites compétences asymétriques, on aura aussi une petite gestion de la vitesse des différents plateaux, différents crans sur votre lieu vide vitesse, donc à gérer également. On aura aussi des collisions dans tous les sens, parce que oui, c'est le petit aspect Destruction Derby, vous pourrez rentrer dans le cul de vos adversaires pour prendre le devant, pour les faire partir dans le décor également, et ça c'est plutôt jouissif. Ensuite, vous aurez des compétences asymétriques que vous pourrez obtenir au fur et à mesure, telles que, ici vous le voyez, un petit coup de frein pour repartir de plus belle dans un virage, mais également leur envoyer des roquettes sur la tronche par exemple, déposer des grosses taches d'essence derrière vous pour faire glisser vos adversaires, etc. etc. Alors donc, essayons de retrouver les pledges, puisque je vois qu'il y en a un juste en dessous, mais avec l'extension, je crois. Bref, on va passer sur celui-ci d'abord. Alors, What's Under the Hood? Qu'y a-t-il sous le capot? D'abord, pour 30 livres. 30 livres, ça équivaut à... j'arrive pas à retrouver. 36 euros. 36 euros. Alors, c'est le pledge de base. Pour Joyride Duel, donc c'est le jeu en format duel, donc pour 2 joueurs spécifiquement, attention, avec donc les maps qui sont spécifiquement conçues pour le mode 2 joueurs. Avec les différents plateaux de joueurs que vous pourrez utiliser, les composants qui vont avec bien évidemment, et ensuite on arrive sur Joyride, donc le cœur du jeu, le cœur de la campagne, à savoir donc le jeu cette fois-ci pour 4 joueurs, donc de 2 à 4 joueurs, jouable aussi à 2, hein, mais jouable jusqu'à 4 joueurs, avec 2 maps, comme vous le voyez ici, personnalisables via les tuiles comme j'ai dit tout à l'heure, avec les différents personnages que vous pourrez utiliser, tels que Muscle, Station Wagon, Off-Roader et puis Hot Rod, plus les tuiles que vous voyez ici, tous les composants qui ont l'air d'être assez qualitatifs d'ailleurs, hein, visuellement parlant, je pense qu'on est sur du beau matos, hein, visuellement ça donne plutôt bien. Et ça inclut également l'extension Downtown, alors je ne sais pas ce qu'elle vient ajouter par-dessus. Ensuite, on a un pledge à 100 livres, donc là ça va commencer à coûter un petit peu, hein, 117 euros, pour avoir le pledge Turbo Boosted Pledge, ce qui vous propose le jeu Survival of the Fastest pour 2 à 4 joueurs, et puis le jeu en version Duel Next Gen pour 2 joueurs uniquement. Donc si vous voulez les 2 versants de Joyride, c'est possible via ce pledge, avec également une extension exclusive à ce pledge intitulée Big Day Out, qui vous rajoute 2 maps supplémentaires customisables bien évidemment, dans un zoo par exemple, mais également sur une île volcanique. Ma foi, c'est à peu près tout. On peut quand même aller passer rapidement sur les frais de port désormais, sachant qu'en add-on vous pouvez aussi prendre les tokens Deluxe pour une partie des composants qu'on a vu tout à l'heure. Et donc pour les frais de port, disais-je, pour l'Union Européenne, 15 à 20 livres, donc attention ce n'est pas en euros mais bien en livres, donc il faut rajouter un petit peu, certainement aux alentours de, je sais pas, disons une vingtaine jusqu'à 25 euros j'imagine, pour le Duel ou Survival, ou ensuite 25 livres pour le Turbo, donc le cumulé des 2 niveaux de pledge. Canada 20-30 et pour nos Japon serait 20-40. Et ma foi, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire concernant Joyride Survival of the Fastest. 905 contributeurs pour l'instant, 19 jours avant la fin de la campagne, près de 70 000 euros d'engrangés d'ores et déjà. Malheureusement, pas de version francophone pour l'instant, mais vous me direz malgré tout si ça vous intéresse. Bitewing Games a fait de beaux petits succès depuis sa création. Il nous avait proposé 3 campagnes l'année dernière. D'abord une compilation de jeux de Reiner Knizia qui avait fait un petit succès de 500 contributeurs. Puis le gros succès Trailblazers, 5000 contributeurs. Et enfin Zuvadis, encore un jeu je crois de Reiner Knizia, qui avait fait 2375 en compagnie certes d'un autre jeu intitulé Gossy Gorillas. Et donc ils nous reviennent avec une extension de Trailblazers, gros succès, ainsi qu'un autre jeu, pour le coup qui lui n'est pas une extension, qui est intitulé Spectral.
Donc ça c'est déjà un petit peu bizarre comme choix de campagne de lancer en même temps un nouveau jeu et une extension d'un jeu précédemment sorti chez le même éditeur. Un petit peu étrange comme démarche, je sais pas si ça porte vraiment ses fruits, et pour l'instant en tout cas ça se porte pas trop mal, faut être honnête, hein. 1283 contributeurs après 3-4 jours de campagne, 19 jours avant la fin de cette dernière, et déjà 66 300 € d'engrangés, donc ça se passe pas mal, mais je serais curieux de voir la décomposition des pledges. Est-ce que la majorité des gens ont pris Trailblazers sans vraiment s'intéresser à Spectral par exemple? On pourra regarder éventuellement plus tard. Spectral est à 45 $, c'est un jeu de déduction, mais également de bluff et un petit peu aussi de pari, on va dire, dans lequel vous pourrez essayer de trouver des trésors dans un manoir hanté. Mais attention, c'est pas du tout collaboratif, vous pourrez vous mettre des bâtons dans les roues, voire vous expulser carrément les uns les autres. Ensuite, l'extension de Trailblazers est intitulée Sasquatch Expansion, donc l'extension de Sasquatch. Je sais plus comment on dit ça d'ailleurs en français. Il y a un nom pour le Sasquatch, je crois, mais bref, ça fait partie de ce folklore nord-américain, cette créature un petit peu mythologique, ce cryptide on pourrait même dire. Et donc dans lequel on va cette fois-ci jouer de manière coopérative, sauf qu'il y aura donc un traître au sein des joueurs autour de la table qui sera donc le fameux Sasquatch et qui pourra pourrir les joueurs autour de la table. Le tout pour 15 $, bien sûr vous aurez aussi l'opportunité de mettre la main sur le jeu de base qui a fait donc ce très très beau succès l'année dernière. Spectral c'est pour 2 à 5 joueurs, c'est pour des parties relativement courtes de 30 minutes avec donc cet aspect de bluff, de trahison, de petits pactes de non-agression momentanée par exemple, hein, on va dire, avec un aspect de mémoire on peut dire aussi, qui a pas l'air d'être inintéressant, mais c'est pas un jeu qui correspond tellement à notre groupe de joueurs, à Xavier et à moi. Les jeux de déduction de manière générale, c'est pas trop notre truc, même s'il y a toujours pour l'instant la fameuse, comment dirais-je, exception de Veiled Fate que vous voyez derrière moi, dont on est assez fan, même si on ne le sort que trop rarement. Ensuite, un petit aperçu sur les composants que vous voyez ici. Le petit how to play brièvement, on va donc visiter différentes pièces avec un nombre indéfini de nos meeples, on va dire. On va découvrir ce qui s'y trouve, on va pouvoir aussi prendre des notes et on va pouvoir potentiellement aussi envoyer plusieurs personnes pour jarter une autre personne de l'emplacement s'il nous intéresse par exemple. Il y a aussi des malédictions, etc. Bref, il y a des trésors. À vous de voir si ça vous intéresse. La déduction c'est pas trop mon truc dans les jeux. On a aussi des petites upgrades en termes de deluxification pour ceux que ça pourrait éventuellement intéresser. Ensuite, Sasquatch, donc la petite extension pour Trailblazers, pour 2 à 4 joueurs, pour des parties de 30 minutes, encore une fois très court, hein, Trailblazers qui avait fait un très beau succès, notamment parce que c'est un jeu très accessible et assez rapide à jouer, assez court. Et donc ça vient vous rajouter quelques petites cartes nouvelles, ainsi que 5 identités secrètes désormais, y compris le Sasquatch. Les autres joueront en collaboration, et le Sasquatch aura à cœur de les pourrir, bien évidemment. Avec un meeple qui est poilu, s'il vous plaît. Hein, ça c'est quand même assez rarement vu, hein, il faut être honnête, mais on a un petit meeple poilu. Oui, messieurs, dames. Ensuite, le how to play, donc on va distribuer une carte d'identité secrète à chacun des joueurs autour de la table, et à partir de là, on va jouer au jeu de Trailblazers classique, mais cette fois-ci en collaboration, si ce n'est que assez rapidement, il faudra essayer de déterminer qui est le Sasquatch, parce qu'il va chercher subrepticement à nous pourrir, bien évidemment. Ensuite, continuons, bah voilà, vous pouvez aussi mettre la main, comme je disais tout à l'heure, sur Trailblazers, donc le jeu de base, qui a fait l'objet d'une campagne donc, il y a un an et demi environ, qui a le Seal of Excellence de Dice Tower, qui est aussi recommandé par Shut Up and Sit Down, donc quand même des jolis petits galons de prestige, on va dire, qui lui est pour 1 à 8 joueurs, hein, même si vous avez vu que l'extension vous permet de jouer jusqu'à 4 ou 5 joueurs uniquement, donc attention, c'est pas le même nombre de joueurs, pour 30 minutes également, pour 8 ans et plus, donc très accessible, très abordable, très facile à présenter à des joueurs pas forcément très expérimentés. Et en plus de ça, il avait une version portable, si je me souviens bien. Alors, les niveaux de pledge, les voici, donc 15 $ pour Sasquatch, 45 pour Spectral, mais aussi en add-on, on peut ajouter donc, par exemple ici la deluxification pour Spectral, on peut aussi ajouter la Travel Edition de Trailblazers, donc la version portable, à 25 $, mais cette fois-ci jouable uniquement jusqu'à 4 joueurs.
Donc attention, parce que ça ne contient pas le matériel suffisant pour pouvoir jouer jusqu'à 8 joueurs, comme c'est le cas pour l'édition standard, sur laquelle vous pouvez aussi mettre la main pour 49 $. Vous pouvez aussi prendre l'extension Travel Friendly pour 10 $, ou encore la Deluxe avec des petits meeples sérigraphiés dans tous les sens, et des cartes en PVC waterproof pour 79 $, et en plus ça inclut aussi le petit transport portable que vous avez vu ici pour la Travel Edition. Voilà donc pour ce qui est de Spectral et de Trailblazers. On va rajouter par-dessus les frais de port. C'est 9 $ pour le Canada, quel que soit le pledge que vous allez choisir. C'est la même chose pour l'Union Européenne également. Ensuite, pour les pays non Union Européenne, mais dans l'Europe, tels que par exemple la Suisse, c'est 14, 16, 17, donc ça reste relativement abordable. Et pour nous qui sommes au Japon, ce serait 19, 25, 28, donc un petit peu plus cher quand même. Et c'est théoriquement prévu pour être livré en juillet 2024. Voilà pour ce qui est de Spectral et de Trailblazers, l'extension Sasquatch, 1283 contributeurs pour l'instant, 19 jours avant la fin de la campagne. On continue sur un projet qui risque d'en intéresser plus d'un. D'ailleurs, il a terminé assez haut dans le sondage de la semaine, même si je l'ai laissé dans les plats principaux parce que, au-delà de ça, les dungeon crawlers, c'est pas trop mon style de jeu. Les jeux en campagne, c'est pas un type de jeu qu'on sort très facilement dans mon groupe non plus. Donc c'est un jeu qui bénéficie d'un intérêt assez faible chez moi, mais qui pour l'instant sort plutôt bien. On est à 1110 contributeurs à la fin de la première semaine de campagne, ce qui est plutôt un très bon score si l'on prend en compte que c'est le premier projet de Fern West Games. Midhala, 1100 contributeurs pour l'instant, donc disais-je, et c'est donc un dungeon crawler avec du combat purement déterministe, donc pas de chance du tout là-dedans, et c'est collaboratif, c'est coopératif, devrais-je plutôt dire, pour 1 à 5 joueurs, donc jouable en solo complètement également, pour des parties de 2 à 3 heures, donc un petit peu long pour la session de jeu, hein, certes, mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Et c'est pour 14 à 101 ans, donc attention, si vous en avez 102, c'est trop tard, vous ne pouvez plus jouer à Midhala. C'est fort dommage, mais que voulez-vous, c'est comme ça. Et pour le coup, je vais vous faire tout le reste de ce segment de vidéo en vous parlant comme ça, parce que, comme tout bon RPG sur Kickstarter, la vidéo se présente avec une voix un peu rauque et profonde. Je ne sais pas ce que ça apporte à la campagne, mais c'est le cas, c'est la norme. Mais quand même, je vais me friter la gorge au bout d'un moment, donc je vais arrêter. Mais oui, regardez la vidéo, encore une fois, vraiment très archétypale, très stéréotypale. On paraît sur quelqu'un qui parle avec la voix très rauque, qui vient de la gorge. Je sais pas très bien à quoi ça sert, mais c'est comme ça à chaque fois. Les commentaires sont dithyrambiques. Ça par contre, c'est assez intéressant parce qu'on nous cite plusieurs fois Gloomhaven là-dedans, en nous disant par exemple que c'est le meilleur dungeon crawler depuis Gloomhaven. Donc ça déjà c'est quand même un bel hommage. Et ensuite par la suite, Panazzu, que je ne connais pas, nous dit pour lui, Midhala c'est même mieux que Gloomhaven. Et là, le mot est posé, c'est mieux que Gloomhaven. Donc attention, Gloomhaven c'est quand même un peu le monstre sacré du dungeon crawler de ces 5 dernières années, on va dire. Et là, on nous pose que Midhala, c'est mieux potentiellement que Gloomhaven, avec des combats déterministes, avec des artworks vraiment classe aussi, avec une campagne beaucoup plus courte, certes, que Gloomhaven, puisqu'il s'agit uniquement de 30 heures de campagne, même si on va voir par la suite qu'avec une extension, on aura potentiellement jusqu'à 45 heures de partie, avec de la stratégie et donc aucun hasard dans les combats, avec un aspect Legacy Light, donc pas destructible, mais juste on va venir débloquer des éléments de gameplay au fur et à mesure de notre campagne. Et c'est donc disponible pour l'instant en anglais et en allemand, mais pas en français, et ça pour l'instant c'est dommage. Peut-être que devant un beau succès, certains éditeurs seraient intéressés par une potentielle localisation, ça on le verra par la suite. Les pledge levels d'entrée de jeu, hein, vous avez le Warrior Pledge à 87 € pour ce qui est donc du jeu de base, avec donc la saga épique de Harkon pour 1 à 4 joueurs, 30 heures de gameplay. Ensuite, vous avez le Champions Pledge avec un all-in de gameplay à 108 € qui vient vous permettre de jouer jusqu'à 5 joueurs et non plus jusqu'à 4 comme c'était le cas précédemment, mais qui vient aussi et surtout vous ajouter l'extension Finrare qui vous permettra d'avoir 2 nouveaux héros, 4 nouvelles classes, mais également une saga supplémentaire de 15 heures, celle de Rikarl. Donc 15 heures de campagne en plus pour atteindre donc 45 heures et plus de campagne au total sur Midhala.
Vous pouvez aussi prendre l'extension en add-on si vous le souhaitez. Je vois pas très bien l'intérêt, parce que si c'est le cas, autant prendre le Champions Pledge, pour être tout à fait honnête, mais bon, pourquoi pas. Et on a aussi un petit peu aspect de deluxification, puisque vous pouvez pour 35 € ajouter 8 plateaux, on va dire, 8 tapis de néoprène pour les plateaux de joueurs individuels, pour remplacer les plateaux de carton. Donc ça c'est vraiment purement de la deluxification, pas très utile, mais forcément quand on est amateur de deluxification, c'est toujours attirant. Alors donc, qu'y a-t-il dans la boîte de base de Midala? D'abord, quelques petites miniatures, comme vous voyez, il n'y en a pas beaucoup, on n'est pas sur un jeu qui déborde de plastique dans tous les sens. On a les héros, et ensuite on a quelques petits repose-dés, on va dire, qui sont en impression 3D aussi, mais pour tout ce qui est monstres et bestiaires de Midala, c'est essentiellement du standee, et pas du joli standee, hein, pour être tout à fait honnête, parce que récemment on a vu pas mal de standees qui avaient un petit peu upgradé leur game, on va dire, avec de l'acrylique par exemple, mais par contre c'est très cher. Là non, on est sur du carton carré, pas très joli. Les illustrations le sont, jolies, pas de problème là-dessus, la DA de manière générale est assez belle. Par contre, vraiment, les standees sont pas sont pas folichons, quoi. Ils sont pas très bons. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, un max de cartes, des tokens dans tous les sens, bien sûr. L'extension de Finrare que l'on trouve ici, qui viendra ajouter quelques petites miniatures en plus, des tokens en plus, etc., etc. Et donc, les tapis de néoprène que j'ai mentionné précédemment. Ensuite, on va continuer le how to play brièvement, effectivement, puisque là, comme tout bon land crawler et dungeon crawler, on va affronter des masses de monstres à travers des donjons que l'on va chercher à explorer avec des pièces qui vont venir vous apporter des nouveaux éléments de gameplay à chaque fois que vous en découvrez une nouvelle. Il y aura aussi un aspect de combo assez intéressant avec un système de combat qui est pas dégueu dans le sens où vous allez avoir une grille de compétences qui est en fait décomposée en 2 lignes. Sauf que à chacun de vos tours, vous ne pourrez pas utiliser l'action que vous avez utilisée au tour précédent. Donc ça c'est assez intéressant en termes de gameplay, il faudra bien penser à l'agencement de ces actions, dans quel ordre on va les faire, qu'est-ce qui pourrait privilégier notre groupe au moment où on va décider de nos actions, sachant que les actions en question ne seront pas utilisables au tour prochain. C'est assez intéressant. On aura aussi bien évidemment pas mal d'embranchements scénaristiques qui vont impacter votre campagne au long cours, campagne au cours de laquelle vous pourrez aussi upgrader votre personnage via l'acquisition de différentes compétences asymétriques, bien évidemment. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire, on va pas aller trop loin là-dedans. On peut aussi vous dire que vous avez le livret de règles qui est disponible ici en anglais, mais toujours pas de français malheureusement. Je passe sur l'histoire, hein, le lore, on est sur du truc viking, très classique, comme on en voit beaucoup depuis une dizaine d'années. Ma foi, c'est tout. Il n'y a pas de vidéo en français malheureusement, donc on passe assez rapidement. Et on va pouvoir arriver rapidement sur les frais de port qui sont ici. Pour l'Union Européenne, c'est 25 € le Warrior Pledge de frais de port et 27 pour le Pledge Champion Pledge. Même chose d'ailleurs pour la Suisse, apparemment. Pour le Canada, 35 ou 39, et pour nous qui sommes en Asie, 36 à 40 € de frais de port, c'est pas donné. Voilà, ma foi, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire concernant Midala, le nouveau dungeon crawler qui pourrait potentiellement faire du bruit à l'avenir. Pour l'instant, ça marche pas trop mal, avec 1110 contributeurs 25 jours avant la fin de la campagne. C'était également le dernier plat principal de la semaine. Il nous reste donc le seul et unique dessert de cette semaine du 20 août 2023. On y va. Ne vous laissez pas tromper par l'apparence extrêmement mignonne de Perch, le nouvel arrivé de Inside Up Games, l'éditeur de Earth entre autres. Perch, c'est un jeu coupe-gorge. Hein, clairement, il faut le dire, hein, ne va pas non plus tergiverser trop longtemps. Perch a l'air mignon, mais le gameplay, lui, ne l'est pas du tout. D'ailleurs, l'auteur, à la base, c'est un auteur de jeux de baston, donc c'est pas pour rien. C'est l'œuvre d'ailleurs de Doug Hattrick, donc si vous allez voir sur sa page BGG, il avait fait un jeu qui s'appelait Kapow, qui est un peu l'onomatopée pour un coup de poing dans les comics américains généralement. Quoi qu'il en soit, Perch, c'est pour 2 à 5 joueurs, c'est pour 14 ans et plus, et c'est pour des parties d'environ 45 et 60 minutes. C'est pour l'instant un beau succès pour Inside Up Games, avec 2155 contributeurs à la fin de la première semaine de campagne, 17 jours avant la fin de cette dernière, et près de 80 000 € d'engrangés. Et donc pour rappel, Inside Up Games, c'est eux qui avaient édité Earth, qui avait fait donc un énorme succès, 10 000 contributeurs à l'époque de la campagne, plus ensuite l'énorme succès en boutique
que le jeu a connu, les prix qu'il a reçus par la suite, etc. Ils avaient aussi pondu récemment Block and Key par exemple, ou plus récemment Draft and Write Records, qui avait l'air d'être assez sympa pour le coup, même s'il avait fait un succès assez, disons, moyen. Puis Terminus, qui a l'air d'être assez sympatoche aussi, qui avait fait un beau succès de 3105 contributeurs par exemple. Là, je pense que Perch va passer largement au-dessus de Draft and Write Records, c'est déjà le cas. Il va passer au-dessus de Terminus, à mon avis, aussi. Par contre, on n'ira certainement pas chercher le résultat de Earth, qui restera, à mon avis, la meilleure campagne de Inside Up Games pendant un certain temps. Mais Perch a l'air d'être assez sympa malgré tout. C'est un jeu dans lequel vous allez chercher à prendre le contrôle de certains territoires, de certains perchoirs idéaux dans une ferme aux apparences calmes, mais qui est un endroit tellement idyllique pour les oiseaux qu'ils vont chercher tous à faire leur nid en son sein. Sauf que vous êtes différentes factions d'oiseaux et que vous n'êtes pas forcément très partageurs. Donc il va falloir se foutre sur la tronche. En début de partie, on va mettre différentes tuiles de territoire de manière un petit peu aléatoire et donc foncièrement différente d'une partie à l'autre. Donc la modularité est assez grande à ce niveau-là. Et on va chercher à prendre possession de ces territoires pour gagner un maximum de points, tout en gérant parfois aussi l'apparition, que l'on pourra aussi contrôler en partie, partiellement, de certaines petites créatures qui vivent également dans cette ferme, telles que ici un écureuil, parfois ça pourrait être aussi un renard, un chien ou quoi d'autre, qui auront chacun leur propre spécificité et qui pourront aussi vous permettre d'envoyer certains de vos oiseaux vers la fontaine, un autre plateau sur lequel vous trouverez aussi le scoring de fin de partie, et qui vous permettra d'emmagasiner encore plus de points en fonction de l'agencement sur la fontaine. Le jeu est pas très cher comme vous le voyez, hein, 37 $, là c'est pour les Canadiens essentiellement, mais 37 $, donc c'est vraiment un jeu très abordable, comme l'était déjà Earth à l'origine. Donc je crois que vraiment Inside Up Games se spécialise un petit peu là-dessus, donc des jeux qui sont disons plutôt initiés, sans être jusqu'à aller sur de l'expert, plutôt initiés, et abordables financièrement parlant. Là c'est encore le cas en tout cas pour Perch. J'ai pas encore fini de parler non plus de gameplay, mais on va y aller tout de suite. D'abord, sachez qu'en termes de gameplay, justement, vous aurez des petits oiseaux que vous pourrez stacker, entasser donc les uns sur les autres. Il y a un petit bitonio que vous voyez ici, là, qui vous permet de les entasser assez élégamment, on va dire, même si ça fait un petit peu partout ce général à la fin, soyons honnêtes. Ensuite, on a donc cette grande modularité de configuration de début de partie que j'ai déjà mentionné précédemment en début de segment. Ensuite, les fameuses créatures de la ferme, hein, le chien, le petit renard, le scarecrow, putain j'ai oublié comment ça se dit en français, excusez-moi. Scarecrow, oh là 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 là, c'est parti très loin dans ma mémoire. C'est pas grave, mais vous voyez ce que ça veut dire, c'est un truc qui fait peur aux oiseaux dans les champs. Je perds mon français, c'est affreux. Je saurais même vous le dire en japonais, hein, c'est Kakashi, mais alors en français je l'ai plus. Bref, passons. Ensuite, vous aurez aussi un aspect assez intéressant de backbuilding, mais partagé par tous les joueurs. En début de tour, on va chacun mettre une partie de notre groupe d'oiseaux, on va dire, mais également d'autres oiseaux, d'autres joueurs autour de la table. Et on aura aussi des objectifs secrets à valider en fin de partie pour emmagasiner encore plus de points. Vous pouvez aussi le tester sur Tabletop Simulator, mais pour ceux qui pourraient être intéressés par le gameplay sans vouloir aller jusqu'à tester sur Tabletop Simulator parce que soit vous aimez pas TTS, soit vous n'avez pas le temps, ce qui peut se comprendre, on va faire un petit point sur le gameplay un peu plus en profondeur. Alors d'abord le petit What's in the Box que vous voyez ici, hein, les créatures que vous voyez, les tuiles de lieu dont on pourra essayer de prendre le contrôle, sachant que même être deuxième ou troisième peut être parfois intéressant, voire même peut-être parfois plus intéressant que d'être premier, j'imagine. Donc il y a un aspect assez intéressant et stratégique là-dedans, d'autant plus qu'on peut aussi faire vaquer les oiseaux d'un autre adversaire grâce aux créatures qu'on a vues ici, grâce aussi aux éclairs que l'on voit ici. Ensuite, les 140 petits oiseaux, donc 140 petits oiseaux en plastique malgré le prix de 37 $, donc ça reste vraiment abordable en termes de qualité-prix, on va dire, de matériel. Le petit sac pour le backbuilding. Et enfin, je disais le how to play. Voilà, je vous fais un petit point sur le how to play. D'abord, la phase de migration et de recrutement. Donc, on va mettre une partie de notre groupe d'oiseaux et on va en tirer d'autres que l'on va ensuite devoir placer sur des perchoirs sur les différents lieux qui sont placés en début de partie. On va les entasser les uns sur les autres pour prendre plus ou moins le contrôle d'un territoire. Vous voyez aussi que certains d'entre eux ont une sorte de petit toit sur eux. C'est que vous protégez votre groupe d'oiseaux en y ajoutant justement ce petit toit par-dessus.
Vous apercevez aussi parfois des petits animaux de la ferme, par exemple ici on voit le renard qui peut parfois faire fuir des oiseaux vers la fontaine. Il y aura donc d'autres animaux, ils seront 9 je crois dans le pledge de base, qui auront chacun des actions un petit peu spécifiques qui leur permettront de modifier un petit peu la répartition des oiseaux sur les différentes tuiles. Ensuite, vous pourrez gagner des points via le contrôle de territoire des différentes tuiles mentionnées précédemment. Et puis enfin, vous aurez le plateau avec la fontaine qui vous permettra d'emmagasiner encore plus de points, tout comme également les objectifs de fin de partie si vous réussissez toutefois à les compléter. Ma foi, c'est après tout pour ce qui est du gameplay, hein. C'est un jeu relativement contenu comme vous l'avez vu précédemment, hein. Je vous l'ai dit, hein, c'est moins d'une heure quand même, donc c'est un jeu assez rapide, qui propose déjà pas mal de petits stretch goals assez intéressants, comme ici un insert en plastique customisé, qui est plutôt sympatoche d'ailleurs. Donc vraiment un jeu abordable, accessible, mais qui risque de faire un joli petit succès à mon avis. Je sais pas si on aura droit à une localisation. Earth avait été localisé en français grâce à Lucky Dog Games. Feront-ils également Perch? On verra. En tout cas, pour l'instant, le succès est plutôt au rendez-vous dans cette campagne. Je pense qu'on est parti pour un 5000, 6000 contributeurs d'ici la fin de la campagne. Au moins 5000 à mon avis. Donc, ce ne serait pas étonnant qu'on retrouve une version francophone d'ici quelques mois ou années. On verra bien. Et ma foi, on peut passer directement, je pense, à nos fameux frais de port. Mais je vois ici d'abord un petit encart sur la localisation. On voit qu'il y a déjà de l'espagnol, il y a déjà de l'allemand également, il y a déjà du russe aussi, mais il n'y a pas encore de français. Donc on verra bien, ce que ça donne. Pour le shipping, donc, disais-je, pour le Canada, 12 $ de frais de port. Pour la France, mais encore la Belgique, par exemple, ou le Luxembourg, c'est 10 $ de frais de port également. Pour nos amis suisses qui ne font pas partie de l'Union Européenne, je pense que c'est dans le Rest of Europe ici. Ah non, c'est ici. CZ, c'est la Suisse. 13 $, donc c'est encore une fois relativement abordable. Et pour nous qui sommes en Asie, avec le Japon, c'est la zone 2. 31 $, c'est beaucoup moins abordable en termes de frais de port pour nous. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie au Japon, on n'a pas forcément toujours des frais de port très intéressants. Et pour ce qui est du planning, on devrait théoriquement être livré en juillet 2024, si tant est qu'il n'y ait pas de retard d'ici là. Voilà donc pour ce qui est de Perch, le nouveau projet de Inside Up Games, qui pour l'instant rencontre un joli petit succès avec 2155 contributeurs, 17 jours avant la fin de la campagne. Et c'était donc le dernier projet, le seul dessert de la semaine de ce menu crowdfunding. Du coup, je vais pouvoir vous laisser vaquer à vos occupations, passer une bonne fin de week-end bien évidemment. Nous, de notre côté, on se retrouve, Xavier et moi, lundi ou mardi, je ne sais pas encore, pour une nouvelle session de vidéos à tourner. Mais sur quel sujet? Là, je ne vous le dévoile pas, bien évidemment, mais sachez qu'il y aura une vidéo tournée sur un jeu que vous entreapercevez derrière moi. Lequel? Pour quelle raison? Ça, je n'en dis pas plus pour l'instant. Mais sachez-le, on aura donc une vidéo sur un des jeux qui m'entoure ici, assez rapidement, voire même peut-être même 2 vidéos, on verra bien. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien, prenez soin de vous et de vos proches, et à la prochaine.